Bienvenue Francisca. Bienvenue Christelle. Je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode. J'avais très hâte de commencer et je commence toutes mes interviews avec la même question qui est un peu une prise de température, mais je devrais dire en réalité une prise de confiance. Dans ta vie, en général, sur une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau de confiance en toi? Ça dépend quand. Je dirais c'est des 0 à 10 et j'ai 10 à 0 et ça dépend des situations. Donc il y a des moments où je suis très confiante et il y a des moments où j'en ai pas du tout. Donc si tu me demandes là mon état de confiance dans l'instant, je dirais comme il y a que toi et moi et je sais pas qui va écouter ça, je suis relativement confiant. Si tu me demandes ce que je viens de faire une heure avant où j'étais en visio, j'étais pas confiant parce que c'était compliqué. Donc, je dirais c'est un dent de scie. Super. Alors, pour continuer cette mise en bouche et se mettre à l'aise, je te propose de faire plus ample connaissance avec un portrait chinois. Alors, si tu étais un dessin animé, Alors là, j'hésite parce que j'ai pas de télé. Et donc, c'est une question compliquée. Et les dessins animés, ça me parle pas du tout. Et je devrais vraiment choisir un, comme ça, spontanément, qui m'est venu, c'est les 101 Dalmatiens. Mais parce que je trouve le rôle de la méchante, là, elle est très ambiguë et on peut mettre plein de choses dedans. Et j'aime bien le petit papis. Donc, je sais pas si ça parle de moi, mais voilà. Première association d'un dessin animé. si tu étais une mauvaise habitude, Oh, j'en ai plein. Je serais celle qui coupe la parole. si tu étais un sport, Je sais pas si c'est un sport. C'est une philosophie. Ce sera l'équitation, qui est pas un sport, mais qui, oui, au début, c'est une passion et à la fin, ça devient un art. Pour ceux qui savent vraiment bien le faire, ce qui n'est pas mon cas. Après, c'est la même chose sur le yoga. Je dirais, c'est pas un sport. Après, je fais plein de sports parce que j'aime bien bouger. Donc, moi, je serais l'équitation. Voilà. si tu étais un livre, Alors, spontanément, comme ça, un qui m'a vraiment bien marqué, c'est de Harari, Homo sapiens. Et c'est un livre qui met donc en exact les 50 000 ans que l'homme a passé. Donc, c'est une histoire historique, mais écrit comme un roman. Et plein de choses qu'on sait, mais je trouve que c'est vraiment bien mis ensemble. Après, il a écrit plein d'autres choses, mais ça, c'est un livre que ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Homo sapiens. si tu étais une pièce de la maison, La véranda, avec la vue sur la mer. si tu étais un élément, L'air. L'air comme le vent dans les arbres. L'air comme les nuages qui bougent. J'aime beaucoup le vent. Ouais. si tu étais une cause, une bonne cause, Je serai à la cause de l'égalité des chances. si tu étais un animal, Sans vouloir faire la cougar, moi j'aime la panthère noire. Donc, ça n'a rien à voir avec l'image mauvaise qu'on lui prête, mais j'ai beaucoup de respect pour cet animal qui existe presque plus. Je trouve qu'il est magnifiquement beau. Moi-même, j'ai des chats et j'aime plutôt ça. Et le panthère noir, c'est un animal ça peut être aussi le panthère des neiges, voilà. Un félin rare et oui, plutôt fragile. et je voulais terminer ce portrait chinois avec
une question que tu as peut-être déjà évoquée. Si tu étais une passion, Ça sera une passion du lien. Après, je peux en parler pendant des heures. Hein. eh ben, Qu'est-ce que je ça pense, cache, le lien? Ouais. ouais, eh ben, je pense que peut-être que tu auras l'occasion de le développer avec la prochaine question. Quelle humaine es-tu? Ben, je suis une panthère noire solitaire qui cherche le lien et qui aime créer des rapports entre les uns et les autres, qui s'intéresse à l'humain, qui s'intéresse aussi à l'abstrait. Donc, je suis entre les deux mondes, entre la tech et l'humain. Donc, c'est pour moi quelque chose. Je suis très digital d'une côté et je suis mon métier aujourd'hui, c'est l'humain. Donc, un peu entre les deux. Et donc, tu dis que ton métier, c'est l'humain. Qu'est-ce que c'est qu'un métier qui est C'est l'humain? l'humain. Alors, métier de l'humain, c'est quand quelqu'un me demande c'est quoi ton métier, je dis je suis jardinier. Et là, il me regarde, il me dit mais t'es pas jardinier. Je dis si, je suis jardinier d'hommes avec un grand H. Donc je jardine les êtres hein, comme un jardinier qui prend soin de son jardin. Ça veut dire j'aide à identifier les potentiels, de les planter, de les arroser, de prendre soin jusqu'à ils poussent pour devenir des plantes qui portent des fruits. Et quand je dis je jardine l'humain, c'est je fais donc la conduite de changement dans les entreprises auprès des dirigeants. Et je fais ce qu'on appelle de executive coaching. Après, je n'aime pas appeler ça de coaching parce que on met beaucoup derrière le coaching. Donc aujourd'hui, il y a du life coaching, il y a du love coaching, il y a du line coaching. Donc tout le monde coach à tous les niveaux. Donc c'est tout un métier qui est réglementé, qui a des codes éthiques et déontologiques très très formés. Et donc mon métier, c'est d'aider l'autre d'aller là où il a envie d'aller. Et donc je n'ai pas de projet pour lui, mais je l'aide de réaliser le sien. Voilà mon métier. Waouh! Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement ton parcours professionnel et comment tu en es arrivé là aujourd'hui? Comment je suis arrivée là? Alors, moi, quand on me pose la question, je dis souvent, mais j'ai eu beaucoup de chance. Et récemment, quelqu'un m'a dit, maintenant, tu n'as pas eu beaucoup de chance, tu as beaucoup travaillé. Et je pense que les deux sont vrais. La première chance que j'ai eue, j'ai grandi dans une famille en Allemagne où on était très attentif à l'être. Et donc, dès mon plus jeune âge, j'étais quelque part sensibilisée au lien qui était important. Et je grandis donc dans la campagne, vraiment dans un petit nuage rose avec une sœur et un frère, donc allemand, comme ça mon français n'est pas encore parfait. Et à 14 ans, l'école était une catastrophe, j'ai détesté l'école, j'étais mauvais à l'école. Et une phrase qui m'a marquée, c'était « c'est faire mieux ». Je pense qu'on l'a tous entendu et ça m'a tuée parce que je faisais tellement d'efforts, j'avais tellement envie que ça se passe bien et c'était jamais assez. Et visiblement, les profs voyaient un potentiel en moi que moi j'ai ignoré. Je retenais rien, je sais pas retenir, je sais pas apprendre. Et donc j'étais nulle quoi. Donc à 14 ans, j'ai doublé et quand j'ai doublé, c'était toujours pas bon. Et j'avais une conviction que je savais écrire, lire et calculer et que ça suffisait. Et donc du coup, je suis plus allée à l'école. À 14 ans, la première rébellion. Mes parents bienveillants, envie de m'accompagner dans mon chemin de la vie, ont décidé que je serais donc mis en internat, chose qui flottait comme une menace au-dessus de ma tête pendant toute ma jeunesse, et là, ça devenait réalité. Et comme j'aimais beaucoup de l'équitation, et on choisit un internat où il y avait des chevaux. Et le hasard a fait que cet internat, c'était un internat des filles. Et donc, j'étais dans un internat des filles de 14 à 20 ans. Et donc, à partir de là, j'ai eu la chance que j'étais vraiment entourée de pédagogues et des gens qui étaient formés à des profils un peu spéciaux comme le mien, qui ne rentrent pas dans les cases, qui, oui, un peu en pantalon noir, solitaire, avec des capacités, parce que je suis
suis pas bête, mais je suis différent. Et donc, du coup, ils m'ont aidé de voir mon potentiel. Et je raconte souvent quand les gens me demandent pourquoi je suis devenue coach, l'histoire de mon début, là, où il fallait remplir des papiers. Donc, ils te donnent des questionnaires où tes parents remplissent qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes, comment tu fonctionnes et tout ça. Et ma maman avait mis, elle adore l'équitation, elle adore la nage et elle fait du ski. Mais on était en Bavière, tout le monde fait du ski en Bavière, donc c'était rien de spécial. Et moi, j'étais pas sportive, j'habitais pas mon corps parce qu'à 14 ans, donc là tu vois pas, mais je suis 1m78, donc je suis grande. Et à 14 ans, j'ai mesuré autant. Donc j'habitais pas mon corps, j'étais pas à l'aise et le sport, c'était pas tout mon truc. Et j'arrivais à l'internat et premier cours de sport, le prof avait lu le questionnaire, raconté à tous les autres élèves que j'étais super sportive parce que je faisais l'équitation, la nage et du ski. Et jouer au volleyball et il fallait choisir donc ces équipes. Donc il y avait 2 capitaines. Et la première fois dans ma vie, Christelle, ils m'ont choisi moi en premier. Or que normalement, toute mon enfance, j'étais choisie en dernier parce que, alors déjà, je sais pas jouer au volleyball et quand c'était un truc où il fallait attraper la balle, comme je suis pas seulement dyspraxique, dyslexique, je dis dans tous les sens, mais je attrape pas la balle. Donc là, c'était affreux. J'étais choisie, tout le monde croyait que j'étais sportif et il fallait que j'assure. Et tu vas pas croire, j'ai joué au volleyball, mais bien quoi. Et on a bien performé, on était à un bon niveau. Et pendant des années, j'ai adoré faire ça. Donc c'était mon première expérience de coaching. Donc le regard des autres sur moi a fait quelque chose en moi qui a fait que finalement je savais faire et de relever mon potentiel de volleyballeuse. Et après, donc à l'internat, j'ai fait mon bac, chose que personne n'avait cru, relativement facilement et jamais en beaucoup apprenant. Parce que quand je dis j'apprends rien, c'est je ne sais pas apprendre comme les gens normaux en apprenant une liste ou des vocabulaires, ça je ne sais pas faire. Mais oui, donc le français était très compliqué. Donc, à 15 ans, j'ai dit, c'est une langue qu'on ne peut pas apprendre. J'avais le latin en première langue, donc ça m'a déjà fait bien souffrir. Et en deuxième langue, j'avais l'anglais et en troisième langue, le français. Et donc, à 15 ans, on pouvait choisir la filière. Et donc, j'ai abandonné la filière français et j'ai pris chimie, physique, maths, tous les trucs sciences. Là, c'était clair, net et précis. Et donc, ça marchait parce que mon cerveau fonctionne plutôt en numérique. Et donc, du coup, quand j'ai eu mon bac et je voulais faire des études de commerce, tu veux que je raconte tout? Oui. Alors, moi, et ceux qui vont écouter ça, ils vont rigoler. Moi, j'ai fait des études de commerce parce que je tombais amoureux d'un garçon. Je voulais devenir vétérinaire initialement. Et finalement, je suis allée visiter une grande école de commerce en Allemagne qui s'appelle IBS, European Business School. Et quand je visitais cette école, je rencontrais quelqu'un et je l'ai vu et je tombais amoureuse de lui. Et je me dis, je vais faire ces études pour que je puisse être avec lui. Donc, c'est comme ça que je suis tombée dedans parce que initialement, je n'étais pas du tout fait pour les affaires. Cette histoire n'a pas duré. Maintenant, on est restés amis pendant 50 ans et il n'est plus là parce qu'il s'est noyé il y a 5 ans. Mais bon, c'est le début de mes affaires, c'était des idées et des choix complètement farfelus. Et donc, pour faire cette école de commerce, c'est sur des concours. Donc, ils ont, je sais pas, 2000 personnes qui veulent aller et ils choisissent 200. Il n'y avait aucune chance qu'ils choisissent moi parce que bon, j'ai passé mon bac, mais je fais un bac minimum. Je passais le bac, quoi. Et en plus, il fallait du français, or que moi, j'avais abandonné le français. Et là, pareil, je sais pas, j'ai eu de la chance, j'ai rencontré les bonnes personnes. Et c'est pas que sur les bulletins de notes, mais il y a des entretiens. Donc, c'est un concours où on discute avec toi. Et cette école-là fait la pub avec créant donc Inspiring Personalities, donc des personnalités inspirantes, ce qu'ils essayent de former. Et visiblement, quelqu'un a vu quelque chose en moi que moi j'ai ignoré complètement. Et donc, j'ai été admise. Et j'ai fait donc 5 ans d'études, un management international entre Londres, Paris et Francfort. Et donc là, c'était cool parce que c'était la première fois que je performais dans ma vie. Et donc là, je pris le plaisir. Je fais des stages au Canada, en Australie. Et là, arrivé le stage dans un pays francophone. Et mon français était, je m'appelle Francisca, je ne parle pas français.
Donc, j'avais bien triché pour arriver jusqu'à là. Et là, le hasard a fait qu'il y avait Wolfgang, le garçon que j'ai aimé, avait connaissance de quelqu'un à La Réunion qui connaissait quelqu'un qui connaissait Peter Mertes, qui fait les t-shirts Padon Création. Et donc, Peter, c'était le stage qui était quelque part dans mon université. Donc, si tu te débrouillais bien, tu allais pour ton stage d'été, pas en août à Paris, mais à La Réunion. Et donc, j'ai écrit à Peter, j'ai envoyé mon CV, Peter a dit, viens, super. Et donc, en 89, pour te dire sa date, j'arrive donc à La Réunion. Avant, j'étais à Londres, en train de découvrir donc l'océan Indien, sachant que j'ai raté un examen, j'ai dû redoubler, bien sûr, aussi à l'université. Et j'avais voyagé en Australie, je passais 3 mois en Australie. Donc, je connaissais l'océan Indien, pas l'océan Indien, je connaissais l'hémisphère sud. Et l'Australie, pour moi, était très marquant. Et quand j'ai vu La Réunion, je trouvais que La Réunion était une mini-Australie. Tu trouves tout ce que tu trouves en Australie, tu trouves à La Réunion. Donc, les paysages arides, les montagnes, le tropical, tout, mais en miniature. Donc, moi, je suis tombée amoureux de La Réunion tout de suite, j'adorais ça. Ce qui était difficile, c'est que mon stage avait brûlé parce qu'en 89, avait brûlé au chaudron, donc quelqu'un avait mis le feu. Et du coup, j'avais plus de stage et j'avais pas grand-chose à faire chez Peter. Et donc, du coup, il fallait que je trouve un autre stage. Donc, moi, j'ai la capacité de rebondir quand c'est compliqué et je rencontre toujours des gens qui m'aident. Et donc là, j'ai rencontré une fille qui travaillait, à l'époque, ça s'appelait agence promotion, donc une agence de pub où elle était graphiste. Et je dis, mais si tu peux m'avoir un stage, peut-être tu peux m'avoir un entretien avec le patron. Donc, elle a organisé ça. J'arrive voir le patron, que j'entends dire qu'il n'avait pas envie d'un stagiaire allemand qui parle pas français, mais qui a quand même ouvert la porte. Et donc, je rentre. Donc là, j'avais 23 ans, les longs cheveux blondes, j'étais allemande. Il m'a regardé. Donc, il a dit, il n'a pas dit, mais il a pensé probablement, donc, j'ai pas de stage pour toi, mais j'ai un petit frère et lui, il cherche une femme. Et c'était vraiment comme ça. Il a appelé son petit frère, il cherchait une femme, qui est toujours arrivée d'une étrangère, et qui rentrait dans ce bureau, et la porte s'ouvre, je le vois, et je tombe amoureuse. C'est comme ça. Et c'est devenu le père de mes 3 enfants. Donc ça, c'était un truc drôle. Et ça a pris quand même un certain temps parce qu'il ne savait pas que c'était l'homme de ma vie. Et donc pendant 6 mois, ça avait un peu de râler poussé. Moi, je suis retournée en Allemagne et fini mes études. Quand j'ai eu mon diplôme, entre deux, on s'est fiancés. Et à 25 ans, je me suis expatriée à La Réunion avec un bac plus 5 en 3 langues pour suivre l'homme de ma vie, pour m'enterrer sur cette caillou qui était en train de brûler parce que c'était la période où le chaudron avait brûlé, 92. Et donc, j'arrivais avec 3 langues et toute cette expérience-là, et personne ne m'avait attendu, et surtout mon français, c'était « Je m'appelle Francesca, je ne parle pas français ». Donc là, c'était compliqué. Après, j'ai appris le français en parlant. J'ai travaillé dans différentes entreprises. J'ai travaillé pour Esso, j'ai travaillé pour la BFC sur le marketing. J'étais pendant 1 an au crédit. J'étais assistante d'Armand Pavou. J'étais 5 ans responsable groupement contentieux et j'étais 11 ans directeur chez SFR. Donc, je fais carrière, 20 ans. Et pendant ces 20 ans, j'ai mis 3 enfants au monde, entre 2 portes, en courant. Et en 2007, quand mon 3e était né, j'avais pris une année congé parental. Et pendant cette année-là, je m'ai ralenti la première fois après 15 ans. Et quand j'ai repris le job, SFR m'a rappelé. Là, il y avait un programme de coaching et j'étais coachée et j'ai découvert le coaching en métropole en 2007. Et là, je trouvais que c'était trop génial. Et je me dis, au début, j'étais manager, après j'étais manager de manager, après j'étais directeur, après j'étais responsable business unit. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Et là, je me dis, je veux devenir coach, parce que le coaching, c'est vraiment, tu aides l'autre de faire ce que lui, il a envie de faire. Et je trouve ça noble. Et moi, ça m'a ouvert un monde, ça m'a fait vraiment découvrir les ressources que j'avais en moi. Et
riche de cette expérience d'être coachée moi-même pour pouvoir devenir coach. Donc, il y a une formation à faire, pas une, mais plusieurs. Et donc, je me suis formée à plein de trucs. Et en 2010, j'ai décidé de faire la formation certifiante à l'HEC. Donc, je suis coach certifié à HEC. Et pareil, je ne croyais pas que l'HEC ait envie de moi. Parce que pourquoi ils prendraient moi pour faire ça? Donc, c'est ce dossier. Donc, j'ai envoyé mon dossier. Ils ont dit, ouais, oui, c'était tout à fait le profil qui est cherché. Donc, pendant 1 an, avec mes 3 enfants, je suis partie tous les mois 1 semaine. Les enfants sont restés avec leur papa. Et moi, je mets tout mon argent, tous mes congés, tout là-dedans pour me former au coaching. Et en 2011, j'étais certifiée. Et j'ai travaillé encore 1 an pour SFR. Et fin 2012, donc le 3 janvier 2013, j'ai créé Acte de Toi. Et c'était un 3 janvier parce que le 2, c'était cyclone. Et j'ai créé donc ma boîte qui s'appelle Acte de Toi, Action Indien. Mais Acte de Toi, à toi d'agir, où j'ai accompagné donc les dirigeants et je me suis mis à mon compte et c'était génial et ça fait 9 ans que ça dure. Voilà comment je suis devenue coach. C'est l'histoire. Waouh, voilà. Génial. Génial. Je savais qu'il fallait absolument te poser cette question pour avoir tout l'univers de Le contexte, Franziska. entendu. Ouais. Tu parlais donc qu'aujourd'hui tu accompagnes les dirigeants dans leur quête justement à la réalisation de leurs projets. Est-ce que tu as identifié une grande difficulté que peuvent rencontrer ces dirigeants? Tu vas rigoler, c'est la souris. Tous mes clients ont à un moment donné une question sur la confiance en soi. Après, en coaching, on se fait superviser et j'ai souvent les discussions avec mon superviseur sur est-ce que c'est moi qui amène ça ou est-ce que c'est le client qui l'amène. Donc en coaching, on sait qu'il y a un reflet systémique. Donc moi, je fais partie de ce qui se passe. Et on attire aussi des clients qui nous correspondent. Maintenant, donc je n'oserais pas établir la thèse que tous les dirigeants ont un problème de confiance. Après, vu ma propre histoire et mon propre vécu, les gens très sensibles ont peut-être encore plus un enjeu autour de la confiance que ceux qui sont moins sensibles. Et à partir d'un certain niveau de responsabilité, il faut avoir un certain niveau de sensibilité, je pense. Et je me demande si les deux vont pas de pair. Donc la confiance, c'est le grand sujet. Super. Ouais. Et quelle est selon toi ou pour toi la question qui génère le plus de déclic chez tes clients? Est-ce qu'il y en a, s'il y en aurait une, quelle serait-elle? Alors, c'est difficile parce qu'il y a toute une panoplie et chacun sa question et ça dépend du contexte du client et de moi à ce moment-là. Mais il y a une qui fait quand même bouger pas mal, c'est qu'est-ce que vous empêche? Donc il arrive avec une demande, il arrive avec un constat, souvent il se plaint, souvent il est dans la détresse, souvent il y a un truc qui va pas. Et après je le fais travailler sur si ça sera différemment. Et si vous pouvez, ça changera quoi? Donc se projeter quelque part dans là où on a envie d'être. Et une fois que je le fais projeter, il vit son rêve. Je sais pas si il y avait c'est un truc de toi que j'ai entendu, il y avait une citation sur Oscar Wilde. Moi, j'aime bien une autre qui dit, faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas perdre de vue pendant qu'on le poursuit. Donc, cette projection dans comment sera le monde si elle sera merveilleuse pour toi, ça, c'est déjà une technique qui marche bien. Et une fois qu'il est bien là-dedans, lui pose la question, qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Et là, les gens, ils sont, ah oui, mais il n'y a pas grand-chose qui m'empêche. Donc, quelque part, montrer la marge de manœuvre qu'on a sur notre vie, qui est bien plus grande qu'on imagine, parce qu'on se donne nos limites. Et moi, je dis souvent, on vit la vie qu'on a envie de vivre, c'est votre vie, il vous appartient. Il n'y a personne d'autre qui vit à votre place, elle est courte. Et on a les choix sur pratiquement tout. Le client me regarde et me dit, mais non, j'ai pas le choix. Je dis, mais si. Après, il faut assumer les conséquences. Donc, c'est responsabilisant et c'est quelque part prendre les choses en main et sortir d'une situation de subir pour aller vers quelque chose où j'agis, où je deviens acteur de ma vie
Il y a des gens comme Jon Kabat-Zinn qui a travaillé sur le MBSR, qui est donc un programme de méditation qui est aujourd'hui utilisé dans les hôpitaux, un mindfulness-based stress reduction program, où il a démontré qu'en 8 semaines, si on médite tous les jours 40 minutes, il y a des nouvelles structures neuronales qui se créent, un truc dingue. Et Jon Kabat-Zinn, il utilise le mot de surfer les vagues. Au lieu de se le prendre en pleine figure, les vagues de la vie, d'avoir une attitude de surf avec les aléas, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, parce que les choses sont pas simples, parce qu'on a tous nos enjeux, des grandes vagues, des petites vagues, mais si on arrive de surfer la vague, on peut prendre beaucoup de plaisir de la vie. Je sais, c'est un sujet sensible à la Réunion, le surf, mais si on veut bien surfer, il ne faut pas avoir peur de tomber dans l'eau aussi. Donc après, on ressort et on recommence. C'est ça, l'idée. Super. Comment se déroule une séance individuelle avec toi quand on vient te voir pour justement un problème quelconque? Comment tu procèdes? Alors, premièrement, tu n'as pas besoin de venir avec un problème. Moi, j'appelle ça un enjeu. C'est déjà au niveau du wording, c'est différent. Un problème, c'est tout de suite quelque chose où, oups, ça nous limite et ça nous met dans une situation d'alerte. Donc, quelqu'un t'a parlé de moi, m'a recommandé ou t'a dit de venir me voir parce que c'est parfois les entreprises qui m'envoient aussi le manager. Hein, donc, parfois, c'est prescrit, parfois, c'est à l'initiative de la personne. Donc, elle vient et elle a un enjeu. Donc, je lui demande de formuler qu'est-ce qu'elle amène. Donc, première question, qu'est-ce que vous amène? Qu'est-ce que vous avez besoin? Souvent, je commence par qu'est-ce que vous pensez qui est important pour moi de savoir de vous? Donc, je les laisse parler. Je les parle bien sûr de moi pour les rassurer, pour créer ce qu'on appelle le container, donc pour hold the space, de tenir l'espace pour lui offrir une situation où ils se sont protégés et avec une permission d'être ce qu'il est. Je lui rappelle les 3 règles de base de notre métier qui sont la confidentialité totale. Donc, c'est comme un secret de médecin. Donc, le coach, il entend tout. Il sait tout entendre. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de choses qui ne sont pas bienvenues. Et il les garde pour lui, ce qui n'est pas toujours évident, dans le sens que la réunion, elle est petite, tout est émaillé. Donc, moi qui travaille au niveau de direction, je travaille avec parfois même des organisations qui sont en concurrence. Donc, il faut faire beaucoup attention sur ce qu'on entend et même si on dit rien, parfois ça transpire au travers nous. Donc, je fais beaucoup attention à cette déontologie, de faire attention d'être dans la confidentialité. Le deuxième que j'ai dit, c'est on va travailler dans un espace protégé. Donc, dans ce que moi je fais, il n'y a pas de jugement. Donc, au lieu de juger, on observe. Et moi, j'essaye d'observer. Bien sûr, je juge parce que notre cerveau est fait de jugement constamment. J'aime pas, c'est vrai, c'est faux, c'est bon, c'est mauvais. Mais l'idée, c'est de sortir de là en disant, il n'y a pas de vrai et de faux, il n'y a pas de bon et de mauvais, il faut faire comme ci ou faire comme ça. Mais il y a. Et par rapport à ce qu'il y a, on va construire là où vous avez envie d'y aller et comment vous pouvez y aller. Et enlever le jugement est pour moi un des grands leviers de faire croître la confiance, parce que la confiance est un sujet on peut faire beaucoup de choses avec, et c'est une plante fragile, donc elle grandit quand on la protège. Donc la protection, c'est le non-jugement. Et le troisième qui est très important, c'est qu'on travaille en co-responsabilité. Ça veut dire, c'est pas moi qui est le maître de la cérémonie et qui va faire pour lui, mais on va faire ensemble. Et c'est un peu comme un maître nageur qui va apprendre à l'autre de nager, mais c'est celui qui veut apprendre à nager qui va mouiller sa chemise. C'est lui qui va s'entraîner. Et moi, je vais l'aider de s'entraîner régulièrement. Donc, le coaching vient du sport. Donc, on va travailler sur un certain nombre de séquences. C'est rarement one shot, le coaching. Donc, le coaching, c'est des rendez-vous espacés de 2 à 3 semaines. Pour mes clients en métropole, quand je travaille un tiers en Europe, c'est parfois même un mois, mais on évite de se voir trop éloigné pour que le soufflet ne retombe pas. Et ça se passe surtout entre les séances. Donc, lors d'une séance qu'on a travaillé, on va découvrir des choses, il va prendre conscience. On travaille beaucoup sur ce qu'on appelle awareness,
prendre plus de conscience de soi, une meilleure connaissance de soi, de mieux comprendre ce qui se passe avec les autres et d'avoir cette approche systémique de ce qui se joue. Et donc, entre les deux séances, le coaché va mettre en œuvre pour tester, pour s'entraîner, pour expérimenter. Et cette mode d'expérimentation lui permet effectivement d'avoir du succès sur certains trucs, donc ça va le conforter, ou échouer. Et là, c'est pas grave, c'est comme un scientifique qui fait un setting et donc il a testé et ça marche pas, mais il faut tester autre chose. Il revient avec ses expériences et on va recontinuer de travailler ça dans les contenus. Donc, en résumé, au début, une introduction sur comment ça marche. Après, la question, qu'est-ce que vous amène, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et avant de se lancer, je pose aussi la question, comment saurez-vous qu'on va dans le bon sens, une sorte de KPI, une sorte de Key Performance Indicator, une sorte d'indicateur de performance. Qu'est-ce qu'on peut se dire tous les deux pour qu'on puisse mesurer que vous obtenez ce que vous cherchez, ou qu'est-ce que changera si vous obtenez ça? Et une fois qu'on a fait tout ça, c'est comme tirer sur une pelote. Et l'idée, c'est que le coach, il parle peu, il écoute beaucoup. C'est pour ça, couper la parole tout à l'heure, ça c'est quelque chose que j'ai dû apprendre de ne pas le faire. J'ai dû apprendre de ne pas interpréter dans la parole de l'autre ce que moi je veux entendre, mais vraiment de lui donner cet espace où il peut être. Et ça, c'est vraiment quand on donne la permission et on se sent protégé, il y a une puissance. Et le client coaché, il trouve sa solution en lui. Donc, je dis souvent, le coaching, c'est pas la formation. Je suis pas un maître. Il n'y a pas un rapport dominant-dominé de quelqu'un qui sait, un sachant et un apprenti. Il y en a en hauteur des yeux. Je suis pas un consultant non plus, parce qu'un consultant, il va trouver une solution par rapport à l'enjeu de l'autre, ce qui est très bien sur des aspects juridiques, sur des aspects techniques. On a besoin d'experts. Mais sur du leadership, sur la conduite de changement, sur du positionnement, sur l'attitude, qui suis-je moi pour donner mon conseil? Donc, on évite beaucoup ça en coaching. Donc, moi, je donne pas de conseils, mais je agis comme un miroir humain qui renvoie à l'autre ce que ça fait sur moi. Et c'est mon corps, la résonance. Donc, je sens les choses, même au travers de la visio, ce qui est très drôle parce qu'on croit qu'on peut pas, mais si. Même au travers de l'écran, on sent des choses. Je le restitue ce que ça fait sur moi et je l'invite de réfléchir et d'avoir une réflexivité sur ce qu'il peut faire avec ça. Et donc, à l'issue d'1 heure et demie, donc après, chaque coach a son style. Moi, c'est 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures. Au-delà de 2 heures, il est épuisé, moi, je suis épuisée. Et c'est pas comme chez les thérapeutes, on a dit, maintenant, l'heure est finie, mais on va décortiquer le truc jusqu'à là où on arrive à quelque part une morale de l'histoire, que c'est lui qui va la formuler, qu'est-ce qu'il a soit appris, soit découvert, soit trouvé intéressant. Et il part avec qu'est-ce que vous amenez de notre échange et qu'est-ce que vous avez envie d'en faire avec cette initiation à l'action. Et pour qu'il s'engage d'expérimenter ça pour la prochaine fois. Et on fait ça, oui, en 8 à 10 séances. Et après, à la fin, c'est comme un voyage. Mon intention, c'est de le libérer pour qu'il devienne autonome, qu'il n'a plus besoin de moi. Donc, c'est éphémère, mon passage. Je ne sais pas si c'était clair. Très clair. Qu'est-ce qui fait, selon toi, ta différence, ta singularité dans ce vaste monde du coaching? Alors, ma différence à moi, c'est ma différence à moi. Ça veut dire que je suis dans ce que je fais, pas dans une approche très classique. Donc, moi, je fais ce qu'on appelle le coaching intuitif. Donc, même étant plutôt structurée dans ma façon de faire, en pensée très arborescente. Et je sens les choses, pas parce que je suis clairvoyante, mais je le sens physiquement. Donc, le coaché qui est triste, mais je peux sentir sa tristesse. Quand il est joyeux, je peux sentir sa joie. Donc, j'ai des antennes assez fines. Et ça m'a joué beaucoup de tours dans ma vie avant le coaching, parce que c'est très perturbant. Il y a des gens qui ont une antenne, ils captent un truc. 2 antennes, tu captes 2 trucs. Si tu as des milliers d'antennes, bah, ça fait un peu bzzz, tu vois, comme ton image sur ton écran qui est derrière. D'écran. Ouais. Et ma particularité, c'est que je suis particulier.
Et donc, du coup, je sais gérer les particularités des autres. Et je me suis spécialisée vraiment dans les tabous. Donc, moi, je travaille beaucoup sur des choses qu'on peut parler avec personne. Avec moi, on peut parler de ça. Mais aussi de interculturel, où il y a beaucoup de tabous. Donc, ça, c'est une des spécificités que je ramène de la Réunion. Et quand je travaille en Allemagne dans des entreprises où il y a jusqu'à 27 nations, ils cherchent ce savoir-faire-là parce qu'ils ne savent pas faire. Et je fais aussi beaucoup de coaching intergénérationnel. Ça veut dire j'ai une capacité de faire entendre à l'autre ce qu'il ne sait pas entendre. Et surtout quand tu es dans la transformation de l'entreprise, par exemple, entre deux générations et les enfants qui reprennent, mais il y a l'incompréhension. Et il y a beaucoup d'incompréhension entre ceux qui ont le pouvoir en entreprise aujourd'hui et les nouvelles générations. Donc moi, je suis une sorte de, une fluidifiant. Je dis souvent que l'énergie, c'est comme l'huile. On peut le mettre sur le feu. Non, ça avec boum. Ou on peut le mettre dans l'orage. Et dans ce là, ça fluidifie et ça facilite. Donc moi, je suis médiatrice, je suis facilitatrice. À un moment donné, je disais, je suis développeuse de talent. Au début, j'en aimais mon activité comme ça. Et je suis revenue dessus parce que Jacques Brel a dit, le talent n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie des choses, de faire des choses. Je trouve ça très beau. Et donc moi, ma particularité, c'est que je suis peut-être pas complètement standard, mais un peu multicouleur. Voilà. Aujourd'hui ou dans ton expérience de vie, quelles ont été tes difficultés ou tes croyances limitantes qui ont été vraiment, on va dire, décisives dans ton changement de vie? Qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action? Alors, une phrase qui me vient quand tu me poses cette question-là, c'est une phrase que quelqu'un m'a dit un jour. Franska, t'es pas si grand que tu dois te faire si petit. Parce que 1m78 à 14 ans, cours de danse en internat avec les garçons de l'autre internat qui t'arrivent au téton, affreux quoi. Donc moi, j'ai vraiment senti toujours être trop grand et de prendre trop d'espace. Et donc pendant longtemps, j'ai essayé de me faire plus petit, j'ai essayé de retenir, j'ai essayé de m'accoler à ce qui était attendu de moi. Donc il y avait beaucoup d'attentes à moi. Et j'ai réalisé, et je pense que c'était vraiment au travers du coaching, qui j'étais. Donc, de découvrir que j'étais OK en la taille, c'est juste une métaphore, mais avec cette créativité, avec cette énergie débordante qui peut être très fatigante pour les autres, que c'était quelque chose qui avait sa place dans ce monde-là. Et donc, quand j'ai fait la formation au coaching, j'avais vraiment envie de créer ma boîte parce que c'était comme une rivière qui voulait couler. Et donc, je l'ai retenu et à un moment donné, c'était trop. Et donc, tout le monde m'a dit, fais pas ça. J'avais un poste de directeur avec des billets d'avion, avec la voiture, avec le salaire qui va bien, le pouvoir, tout quoi. Et j'avais vraiment envie de faire mon propre truc. Et ça, c'était cette décision-là, je l'ai prise suite à une séance de supervision où, avec les photolangages, mon superviseur m'a fait poser une question. Et la question, c'était comment je peux créer mon vie indépendante alors que je manque autant de confiance. Et j'ai tiré une carte et sur cette carte, il y avait une peinture d'une femme assez charnue avec un joli corps, mais plutôt enveloppé, tout nu, qui dansait autour d'un puits, un tout joyeux. Elles s'en foutaient du regard des autres. Hein. Et c'était trop drôle. Et je regarde le truc, je dis, mais pourquoi le regard des autres me pèse autant? J'ai qu'à faire, j'ai tout en moi. Et c'est là-dessus que j'ai créé ma boîte. Et témoignage peut-être plus intime, mais aussi important, une fois que j'ai quitté la boîte, donc SFR, je suis partie après 11 ans de loyal service pour créer mon entreprise. Ça marchait très vite, très bien. Et très bien dans le sens que tout le monde m'a aidé, je trouvais ma place sur le marché, j'ai eu une reconnaissance et je me sentis finalement à ma place. Et j'ai quitté le père de mes enfants parce que je me sentis pas du tout à ma place dans cette couple-là. Et comme aujourd'hui la cause des femmes est aussi quelque chose sur lequel je m'engage beaucoup,
d'avoir réalisé qu'on a le choix de partir avec 3 enfants. Après 21 ans, c'était une décision qui n'était pas facile, mais qui était pour moi vitale. Et donc, j'ai quitté le père de mes enfants. Je passais par des moments pas drôles, ni pour lui, ni pour eux, mais essentiels pour pouvoir faire la suite. Et je suis très contente de la vie que je mène aujourd'hui, qui est la mienne et qui me correspond. Est-ce que tu aurais une pratique ludique à partager à nos auditrices pour les aider justement à dépasser leur peur et gagner en confiance? Alors, la peur, c'est un grand sujet. Est-ce que c'est ludique? Ludique, c'est l'histoire que je peux vous raconter sur la peur que je raconte souvent quand on me demande qu'est-ce que je fais avec ma peur. Moi, je suis une spécialiste de la peur. J'avais tellement peur de ma vie que j'ai fait des crises d'angoisse qui m'ont fait tomber en plein de supermarchés. Donc, pas drôle de tout. J'avais peur depuis, je suis née du noir et en particulier le loup qui habite en dessous de mon lit. Donc là, j'ai 55 ans. La probabilité de loup sur mon lit à la montagne est relativement minime, mais on ne sait jamais. Encore aujourd'hui, quand je suis debout devant mon lit, ça m'est très inconfortable parce que j'ai peur que quelqu'un pourrait croquer mes chevilles. Jamais personne m'a fait du mal, hein, donc c'est pas un trauma, c'est juste dans ma fantaisie de voilà. Et donc j'ai 2 choix quand je rentre dans mon lit, c'est de rentrer sous mon drap et de transpirer toute la nuit avec les hyper angoisses que peut-être le loup est sous mon lit et de passer une mauvaise nuit. Alors que moi, en coach, je sais que c'est très important. En limite, le truc le plus important, même avant de boire c'est très important, mais encore plus important, c'est dormir. Je essaye de soigner mon sommeil. Donc, j'ai une torche, j'ai un bâton et je prends tout mon courage et je check. Et je regarde sous le lit pour voir s'il y a le loup. Et ça, c'est pour moi la façon de désamorcer la peur pour mettre we call it the fact check, à mettre des faits en face de ta peur. Donc vraiment regarder le loup dans les yeux pour voir où il y a vraiment un loup. Et ludique peut-être aussi de savoir qu'il y a vraiment 95% de nos peurs, scientifiquement prouvées, qui sont complètement non raisonnables et non avenues. Ça veut dire on a peur des choses qui arrivent jamais. Je parle d'Europe, hors Ukraine, dans un contexte sécurisé. Il y a certainement des endroits dans le monde où on a intérêt d'avoir peur. Mais moi, à la montagne, dans mon lit, le risque que le galier me tombe sur la tête et le loup sort sous mon lit est relativement minime. Donc, le jeu, c'est de, quelque part, mettre des lumières sur ce qui nous fait peur et de le regarder en face, quitte à faire une liste. J'ai trop peur de me lancer dans quelque chose. J'ai trop peur de décider de ça. J'ai trop peur que l'autre il va agir comme ça. Mais jouer le scénario, d'écrire le petit scénario, qu'est-ce qui pourrait arriver, pire de hypothèse, meilleure de hypothèse, et être dans quelque chose qui est plus factuel et sorti de cette émotivité. Voilà. Super. Sur un tout autre registre, on passe à la partie plutôt organisationnelle, donc à mon dada, à moi. Comment sont rythmées tes journées? Est-ce que tu as une journée type avec des actions ou des créneaux types? Ah oui, ça c'est sûr que vu que je suis farfelue dans le sens, je suis dans tous les sens et je le vis bien. Et j'aime être farfelue et je gagne ma vie avec ça. Aujourd'hui, une des choses les plus importantes pour moi, c'est pour pouvoir canaliser mon énergie, c'est avoir une certaine structure dans ma vie. Ça veut dire, je fais vraiment attention de me coucher avant 10 heures et je me lève à 5h30. Mais ça, c'est une hygiène de vie que je m'impose à moi. Au-delà de 22h22, je parle plus. Ça veut dire, je suis fatiguée. Tu m'invites, je te parle pas. Donc, du coup, je fais plutôt un brunch ou moi, le soir, c'est plus mon truc. Sachant que j'avais une vie très joyeuse quand j'étais plus jeune, mais j'ai vraiment à 55 ans, moi, à 10 heures, me coucher, ça me va vraiment bien. De me lever à 5h30 et le truc qui me permet de faire tout ce que j'ai besoin de faire avant de lancer la journée. Ça veut dire, j'aime le matin, la réunion, c'est trop beau le matin quand le soleil se lève. Donc, j'ai une petite pratique de méditation et de yoga.
Je prends un café tranquille en regardant la mer. Je m'occupe de mes chats, je m'occupe de moi et je démarre doucement. Et si je suis bien, si c'est vraiment standard, j'écris. Donc moi, j'ai des trucs comme ça, classiques. Hein. Donc, j'écris tout le temps. Donc, j'ai écrit l'intention du jour, mais j'ai aussi des trucs comme ça. Donc là, c'est important quand c'est comme ça. Donc, j'ai écrit, sur quelques phrases qui me semblent importantes. Et après, j'ai 3 garçons. Donc, il y en a un qui est encore une semaine sur 2 chez moi. Donc, je les réveille. Ça, c'est plutôt compliqué. Et après, on va les déposer à l'école. Après, je vais travailler à 7h30 jusqu'à... Maintenant, je vais être au bureau. Si Théo est là, jusqu'à 4h30. Après, j'essaie de le récupérer. S'il n'est pas là, ça peut durer aussi longtemps que ça veut. Mais pareil, j'essaie de faire les choses où je dois me concentrer le matin et ce qui est plus rébarbatif et moins en concentration l'après-midi. Et j'essaie d'éviter de travailler trop. Mais ça, c'est une tentative. Rituel de soir, c'est quand je rentre chez moi, je fais la cuisine pratiquement tous les jours. J'adore ça. J'adore couper, j'adore faire des trucs. Et je me fais à manger pour moi ou pour ceux qui sont là. Et je vais... oui, je n'ai pas de télé, donc je vais lire, je vais écrire, je vais regarder des choses éventuellement quand même sur l'ordi. Et je vais me coucher. Donc ça, c'est standard. Après, heureusement, je ne travaille pas tout le temps, donc je fais du sport. 2 fois par semaine, j'ai un coach. C'est quelqu'un qui me fait faire du sport. Je me suis offert ça quand j'ai créé ma boîte. Je me dis, comme je suis toujours là pour les autres, j'ai besoin de quelqu'un qui est là pour moi. Et donc, il me fait vraiment du sport pendant 1 heure, bien. Et je fais ça de 6h à 7h. Donc, c'est pour ça que je me lève tôt, 2 fois par semaine. Après, j'aime courir. Et voilà, ça c'est... Donc, c'est assez structuré. Donc, je sais ce que je fais. Et l'enjeu, c'est de travailler pas tout le temps parce que comme j'aime ce que je fais, j'ai vraiment du mal à pas penser à ce que je fais. Voilà. Qu'évoque pour toi le mot routine? Essentiel. Sauvetage, sans routine. Alors moi, j'ai la phrase, tu peux la mettre dans ton truc. La discipline, c'est la liberté. Jamais, jamais, j'aurais cru que je prononce un truc pareil. Moi qui ai détesté de rentrer dans les cases, qui ai détesté de me plier à quoi que ce soit, qui était rebelle surtout, moi, aujourd'hui, la discipline de, par exemple, refuser des invitations, de refuser des clients, de refuser des moments qui m'envahissent, de savoir dire non, punaise, c'est super important. Et dès que je déroge à mes rituels, dès que je déroge à ma routine, je suis pas à pied. Je le vois vite. Et comme je fais beaucoup, après je tombe malade. Je passais le Covid sans aucun problème. Je embrassais personne, je touchais personne, je fais super attention, je voyageais au monde entier, tout était bien. Et le Covid était fini. Je suis allée à une soirée et je fais la teuf jusqu'à 3h du matin. Je fumais, je buvais, je fais tout ce que je ne dois pas faire. Et 5 jours plus tard, j'avais le Covid et ça m'a pris 3 mois pour guérir. Ouais. Donc l'équilibre quand on est fragile, c'est la routine. Voilà. J'arrive à la question tabou. Alors, tu nous as parlé tout à l'heure de tes multiples antennes, mais quel est ton ingrédient magique, ton ingrédient ou ton don surnaturel qui te guide au quotidien? Je te l'ai fait grand, hein. C'est l'amour. Voilà. Moi, tu me poses une question comme ça. Premièrement, je ne pense pas d'avoir un don. Je pense qu'on l'a tous. Je te parlais du lien en entrée. Ce qui fait tourner le monde, c'est vraiment l'amour, mais avec un grand A. Et on a tous envie d'être aimés. Tu résumes tout ce qui se passe quelque part autour de ça, toute cette histoire de reconnaissance, de confiance. Et si on offre de l'amour gratuit, si on est juste là aimant, je pense que ça fait bouger beaucoup de choses. Pas toujours facile, hein. Pas toujours facile. Ouais. Je m'exerce.
Et maintenant, la question girly qui est as-tu un mantra ou une incantation qui t'inspire tous les jours? Alors là, le truc girly, ça me bloque parce que du coup, comme je suis pas girly dans ma perception, j'ai besoin de quelque part organiser mon pensée parce que j'ai absolument des citations, mais j'en ai plein. Donc du coup, si tu me donnes 3 secondes, je vais ouvrir une que j'aime beaucoup, mais est-ce que je vais le citer correctement, qui est pour moi vraiment celle qui me va bien. J'ai plusieurs, punaise. Avec laquelle je vais vous... Si, j'ai une jolie pour toi. Alors, les citations, chez les coachs, il y en a plein. Je vais pas la citer parce qu'elle est trop longue, mais c'est la dernière phrase qui est la plus importante. Donc, ça prend 1 minute. J'ai droit pour 1 minute? Vas-y. Vas-y. Alors. Flûte. De faire ça en même temps. Avant d'être totalement engagé, l'hésitation nous tenaille. Il reste une chance à se soustraire de l'initiative. Toujours la même impuissance devant la création. Il existe une vérité première dont l'ignorance a déjà détruit d'innombrables idées et de super projets. Au moment où on s'engage totalement, la providence éclaire notre chemin. Une quantité d'éléments sur lesquels on ne pourrait jamais compter par ailleurs contribue à aider l'individu. La décision engendre un torrent d'événements et l'individu peut alors bénéficier d'un nombre d'effets imprévisibles, de rencontres et de soutien matériel que nul oserait jamais espérer. Et là maintenant la citation à laquelle je pensais. Quelle que soit la chose que vous pouvez faire ou que vous rêvez de faire, faites-la. L'audace a du génie, de la puissance et de la magie. Commencez dès maintenant. Et ça, c'est Goethe, donc poète allemand. C'est soi-disant Goethe. Je n'ai pas vraiment trouvé l'origine, mais je trouve le texte, il est très beau. Et tout ce que j'ai fait était vraiment habité par ça. Quand j'ai dit j'ai eu beaucoup de chance, moi, je crois que ce qu'on nous inspire, on l'aspire. Et quand tu mets la bonne énergie dans le bon sens, le truc vient vers toi. Et ça te dit ça, et c'est un texte qui a 200 ans, et je trouve qu'il est aussi actuel qu'aujourd'hui. Et moi, je vois chez mes clients, quand ils mettent en œuvre ce qui les habite pour du vrai, ça bouge les lignes pour du vrai. Wow, super. Je sonne officiellement le clap de fin de cet épisode avec le portrait. Tout simplement une description intuitive et bienveillante de mon invité. Parce que se connecter et se reconnecter les unes aux autres, c'est essentiel à mon sens. Et parce qu'apprendre à donner et recevoir, c'est la base de la réussite. Alors, c'est parti. Franziska, reçois ma perception de toi. Je perçois de toi une sorcière des premiers temps, une femme dont le pouvoir d'être est fort et puissant, une vieille âme mise sur les routes des êtres en éveil, une pincée d'écoute active, une poignée de bienveillance et de douceur et un tout d'intégrité et d'alignement, comme une petite voix au-dessus d'une épaule qui soutient les esprits perdus à retrouver leur lumière. Un peu comme un phare dans la brume qui guide les bateaux, ou devrais-je dire comme une prêtresse formant un lien entre la divinité et la communauté des hommes pour leur faciliter l'accès à leur accomplissement. Franziska, merci. Où peut-on te retrouver? Merci Christelle pour ces mots qui me touchent beaucoup. Donc, on dit donner généreusement et savoir recevoir activement. Ça reste encore un enjeu pour moi, donc c'est très beau d'entendre ça. On me retrouve sur actetoi.com, actoi.com. Le plus facile, c'est Action Océanien, mais c'est surtout acte-toi, donc à toi d'agir. Et c'est ce que je fais. Faire agir les autres. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Oui, l'amour que j'ai pour mes garçons. Donc, c'est ça qui est pour moi. Aujourd'hui, quand je dis c'est le truc qui fait bouger les lignes,
j'en ai tellement conscience. Qu'est-ce que ça fait quand on se sent aimé et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, je suis très fière de les avoir et c'est un beau cadeau que j'ai dans ma vie. Super. Merci Franziska. C'est moi qui te remercie.